l'entreprise libérée participe justement de cette logique émancipatrice dans les logiques organisationnelles. Aujourd'hui, une des grandes nécessités, si on veut progresser, hein, si on veut libérer la liberté, l'initiative et la créativité de chacun, ce dont on a cruellement besoin aujourd'hui, c'est de changer fondamentalement nos modes organisationnels, qui sont des modes organisationnels dits pyramidaux, dans lesquels le pouvoir s'exerce du haut vers le bas et qui aseptise beaucoup de formes de contribution, quoi. Et justement, l'entreprise libérée propose, enfin, en tout cas, un espace expérimental pour dépasser des modes de management et des modes d'organisation qui aujourd'hui montrent leurs limites et ne sont pas, à mon sens, adaptés aux enjeux de demain. Donc, sans apporter de réponse absolue sur la voie à suivre ou sur les modes d'organisation de demain, ça apporte quand même des clés, enfin en tout cas des expériences très intéressantes pour au moins les petites et moyennes entreprises sur les nouvelles modalités d'organisation plutôt tournées vers l'auto-organisation. C'est l'employeur qui décide que l'entreprise va être libérée, en fait il décide comme ça, et je trouve que c'est une liberté octroyée, mais qui n'est pas pour moi construite à partir d'un processus qui devrait être nécessaire d'appropriation par les salariés de leur travail, de leur propre travail et de leur propre activité. C'est-à-dire que c'est en général des décisions qui tombent comme ça, top-down. Et voilà, on décide pas du jour au lendemain qu'une entreprise est libérée. Je pense que c'est tout un processus. Et je crains que qu'on soit un peu dans l'illusion. La crainte, c'est que justement, que ça aille pas jusqu'à la réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on le produit, etc. Et dans les conditions actuelles de transition écologique nécessaire, etc., il me semble que c'est complètement indispensable. Et s'il n'y a pas cette possibilité de donner la parole aux salariés, pas seulement pour faire le boulot, etc., mais sur le sens qui est donné à la production, il me semble qu'on passe à côté de la fonction émancipatrice qu'évoque Jean-Pascal. Après, c'est le terme lui-même, peut-être entreprise libérée, qui fait un petit peu marketing, qui fait effectivement même presque, on va masquer les rapports de domination, il faut pas, enfin voilà, on ne devient pas dirigeant entrepreneur comme ça. Il y a des questions le management est un travail. On ne se libère pas du capital. La logique capitaliste au sens propre du terme, la logique de pur pouvoir social. Et c'est ça, à mon avis, le gros problème. Et la question de l'autorité par la compétence, elle est, à mon avis, vraiment essentielle. Donc, manager, c'est un travail. Et ce que nous pose comme défi le travail d'aujourd'hui, c'est de réinventer le management pour insuffler de la confiance, donner de la délibération, des éléments essentiels et reprendre le pouvoir sur le travail, sur l'organisation. Moi, je me pose la question de savoir ce que devient l'obligation de sécurité de l'employeur. C'est-à-dire, est-ce que si les salariés sont chargés d'organiser le travail, est-ce qu'ils sont aussi du coup chargés de s'assurer que le travail obéit respecte l'obligation de sécurité et notamment de résultats. Donc, à qui échouerait cette responsabilité juridique. Ça peut être pervers parce que ça déresponsabilise l'employeur au sens juridique. Voilà, il y a un risque de ce point de vue-là, je pense. Je pense que ça a à voir avec la flexibilisation de l'emploi. C'est effectivement, on est dans une disparition du travail là. On est quelque chose. On est proche d'un esclavage contractuel, je dirais. Une question compliquée. Est-ce que c'est le droit qui ne reconnaît pas le travail à sa juste valeur dans ce cadre-là, auquel cas c'est une défaillance de reconnaissance juridique, ou est-ce que c'est ou alors est-ce que c'est ce travail en lui-même qui détruit finalement d'autres travaux qui rentrent plutôt dans la logique de l'entropie, auquel cas, effectivement, moi je vois ça dans deux sens assez différents, auquel cas c'est une mauvaise orientation du travail, on pourrait dire.
Les bullshit jobs, ils ont toujours existé. Je veux dire, il y a toujours eu des jobs dans des entreprises inutiles, dans des administrations aussi. Bon, c'est ce qu'avait avant Graeber souligné, par exemple, Matthew Crawford, dans l'éloge du carburateur, où lui-même, d'un seul coup, trouvait qu'il avait alors, c'est un peu différent, mais là, c'est le sens qu'on donne à son travail, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la marque des bullshit jobs, c'est que le travail qu'on fait n'a pas de sens, quoi. N'a pas de sens. On ne sait pas à quoi il sert, etc. Mais on le fait quand même, quoi. On le fait. Donc, du coup, c'est la dimension instrumentale du travail qui prend le dessus. D'ailleurs, voilà, au moins il est rémunéré, etc. Et parfois, il est très bien rémunéré. C'est ce qu'a révélé la pandémie, c'est qu'il y a des boulots qui sont super bien rémunérés. Dans le cadre de l'approche de la centralité anthropologique du travail, quelle approche faites-vous du travail domestique invisible en termes de valeur travail, tel que l'ont critiqué les chercheuses féministes italiennes, françaises, canadiennes dans les années 70-80? Reconnaissance aussi du travail des mères au foyer, des femmes de profession libérale comme les femmes secrétaires, de notaires, de médecins, etc. Les pistes qu'on retrouve dans les travaux d'Alain Suppiot, notamment, puisque ma présentation portait sur les travaux d'Alain Suppiot, évoque le fait qu'il faut qu'un régime juridique futur inclut la notion élargie de travail. Et donc, ça inclut les notions non marchandes de travail. Et ça considère ce travail-là, justement, des mères au foyer ou des femmes dans les professions libérales comme étant du travail. Voilà. Et désolée, j'ai essayé de changer de connexion. J'espère que ça va aller mieux. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, bref. Oui, donc ce que je disais, c'est qu'un régime juridique futur tel qu'il est imaginé, notamment dans les travaux de Alain Suppiot, invite de toute façon à englober une notion de travail élargie qui inclut les formes non marchandes de travail. Donc, qui considère que justement le travail domestique, l'éducation des enfants, tout ce qui constitue le travail, par exemple, d'une femme au foyer ou des femmes dans les professions libérales est considéré comme du travail et en tant que tel, dans cet état professionnel qui inclut cette notion d'énergie de travail, se verrait octroyer des droits. Donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà ce que je peux en dire. Il faut voir que l'idée de centralité du travail a pour origine justement les luttes féministes. C'est avec l'idée de division sexuelle du travail. On retrouve cette question avec Daniel Kergoat et Elena Iratin, justement. Et donc, dans la question qui était posée sur le travail domestique, on retrouve cette idée chez Engels, justement, où le travail domestique sert, dans la logique capitaliste, à la reproduction de la force de travail. On est toujours quelque part dans cette idée-là, je partage cette idée que tu as donnée aussi, Anna, sur cette nécessaire reconnaissance juridique. Pour nous, le travail domestique, c'est un travail à part entière. C'est-à-dire que hormis qu'il n'est pas coordonné, mais encore, faut-il le voir, il participe d'une utilité considérable. La difficulté, c'est que ça s'inscrit dans la division sexuelle du travail et donc à la reproduction des rapports de domination et notamment des rapports de domination masculine. On a toute la société qui est quand même basée sur ces principes structurants. Et il faut s'en révolter tous les jours, s'en indigner tous les jours de cette question. À mon avis, c'est vraiment essentiel. Voilà. Le problème, c'est que jusqu'à présent, il n'est jamais pris en compte, quoi. C'est-à-dire, alors même en dehors de la question de la rémunération, il est très peu pris en compte. Si on compare, par exemple, prenons la question de l'éducation des enfants, enfin, en tous les cas, dans leur prime enfance, le congé parental est une façon de reconnaître ce travail. Le congé parental dans un pays comme la Suède reconnaît beaucoup mieux ce travail, puisque c'est du fait, ce congé parental est rémunéré. Il n'est pas indemnisé comme en France, il est rémunéré. Il est rémunéré, il a une durée de 15 mois.
Les hommes doivent en prendre une partie, sinon c'est perdu. Alors ça devrait être étendu à plus d'activités. Et c'est le sens, bien sûr, de cette reconnaissance du travail hors du travail rémunéré, de l'existence d'une activité qui est une activité. Alors c'est tout le problème de la distinction activité, travail, etc. Mais la question de la alors ça peut être rémunéré, par exemple en temps, ça peut être rémunéré en argent, ça peut être rémunéré dans un mixte des deux. Enfin voilà, mais cette question, c'est un serpent de mer, quoi. Depuis longtemps, on traite ces questions-là. Les mouvements féministes l'ont bien mis en avant depuis très longtemps, ça a été rappelé. Voilà, et pendant ce qui me semble aussi important, c'est que pendant la pandémie, d'un seul coup, on s'est rendu compte, enfin d'un seul coup, on s'est rendu compte, c'est pas qu'on s'est rendu compte, c'est que ça a sauté aux yeux, quoi, le fait que d'un seul coup, il y avait ce travail, il fallait articuler le travail professionnel, le travail d'éducation des enfants, le travail conjugal, enfin bref, plein de choses comme ça. Et on aurait pu émettre l'hypothèse, par exemple, parce que le problème du travail domestique, c'est son invisibilité, entre guillemets. Hein, je dis bien entre guillemets, mais enfin, on peut se voiler la face et dire. Mais quand les deux personnes, les deux membres du foyer sont présentes en même temps, et qu'il y a du travail domestique à faire, il devient d'un seul coup visible. Donc on aurait pu penser et imaginer que cette visibilité amène à une prise de conscience qui aurait changé. Alors on verra dans les enquêtes emploi du temps, qui est la prochaine enquête emploi du temps, s'il y a eu un changement de ce point de vue-là. Mais il me semble que derrière ce débat-là, il y a une question un peu sous-jacente qui est la question de la valeur. La valeur au sens, et aujourd'hui dans notre société, n'a de la valeur que ce qui se compte en argent. Et là, ça renvoie directement à la question de la reconnaissance, pas rémunérée, donc pas de valeur, pas une reconnaissance adéquate. En gros, tous les gens qui contribuent à la valeur dans notre société devraient être reconnus. Et en gros, la valeur, c'est comme dit Patrick Gray, c'est ce qui compte vraiment pour nous, quoi. Et ce qui compte vraiment pour nous, et tout ce à quoi on contribue, au-delà de notre travail, devrait pouvoir s'inscrire dans un champ, devrait avoir une valeur reconnue par la société. C'est les enjeux de demain, et si on veut parler demain d'une négantropie, et qu'on veut sortir de la stricte logique économique, eh ben, il va bien falloir trouver des moyens pour reconnaître les contributions des gens qui ne sont pas seulement économiques, et sachant que l'économique est souvent anthropique, mais bien évidemment toutes les contributions qui soient sociales et environnementales. Et c'est un peu tout l'enjeu de demain, de trouver des outils pour pouvoir reconnaître tout ça et encourager toutes ces contributions dans ces champs-là et les reconnaître à leur valeur. Oui, tout à fait. Donc, un exemple concret, ça pourrait être, par exemple, et c'est d'ailleurs l'exemple que prend le collectif des économistes atterrés dans l'ouvrage Changer d'avenir, qui est justement l'ouvrage dans lequel ils ont repris et renommé cette notion avancée par Alain Suppiot et le groupe de chercheurs sur les droits de tirage sociaux. Et ils prennent pour exemple le droit à la formation professionnelle, en fait, qui serait imaginé comme un droit abondé automatiquement avec une périodicité donnée sur une base annuelle, par exemple, en heures de donc qui serait abondé en heures de formation, qui viendrait alimenter un droit dont la personne pourrait se servir à sa discrétion. Donc, il n'y aurait pas ce droit-là ne serait pas fonction du statut de la personne, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas un abondement des heures de formation selon que la personne, plein selon que la personne est en CDI ou amoindri en cas de, enfin, selon que la personne elle est en CDD ou en intérim. Et ce droit serait aussi garanti qu'on soit salarié ou non. Il n'y aurait pas besoin de l'approbation de la direction d'entreprise. Et donc, là, ce serait la visée, par exemple, par rapport au droit à la formation professionnelle, ce serait carrément d'en faire une liberté fondamentale. Et ce droit-là, en fait, n'expirerait pas, il perdurerait dans le temps et il serait portable, justement, en cas de changement d'emploi. J'ai recueilli le témoignage hier d'un employé, d'un sous-traitant qui travaille dans des data centers. On se rend compte qu'il y a une intensification du travail numérique pour ces employés-là.
et ça se passe vraiment dans une grande opacité. Il m'a décrit que ça fait 4 ans qu'il travaille dans la gestion des data centers. Depuis 1 ou 2 ans, les procédures se sont renforcées. Ils sont de plus en plus contrôlés. Ils travaillent déjà dans des conditions de travail très difficiles puisqu'il y a une grande chaleur dans les data centers. On passe de zones à un peu moins de 20 degrés très réfrigérées à des zones à plus de 30 degrés. Donc, on travaille dans des conditions très difficiles. Il y a de la reconnaissance faciale à l'entrée, en tout cas sur certaines zones, des empreintes digitales. On est pesé à l'entrée, on est pesé à la sortie. Et là, il me dit qu'il travaille comme un dingue avec justement l'expansion du télétravail, les serveurs, la massification en fait des usages numériques. Et ce témoignage m'a assez, forcément je l'ai recueilli, m'a assez bouleversé. Et quand Jean-Yves a fini tout à l'heure en citant Hartmut Rosa et qu'actuellement le cadre législatif est fait bien plus pour nous éloigner de la vie bonne et nous amener vers un homme augmenté, ou en tout cas un homme de plus en plus connecté, quand Anna disait tout à l'heure qu'il fallait, je crois en citant Alain Suppiot, dompter les technologies numériques, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne s'agit plutôt pas de les limiter et d'engager vraiment une désescalade technologique? Mais oui, effectivement, je suis d'accord. Ça s'agirait plus de limiter ces technologies. Et en plus, j'ai envie de dire, et là je renvoie à un ouvrage d'Antonio Casilli qui s'appelle En attendant les robots, mais je pense d'une importance capitale parce que justement, il montre à quel point, en fait, pardonnez-moi l'expression, mais on s'est monté le bourrichon avec les technologies numériques. C'est-à-dire qu'on leur donne une capacité bien plus grande que ce qu'elles sont réellement capables de faire. Et c'est pour ça qu'Alain Suppiot, justement, précise bien que si elles ont une capacité de calcul, mais il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. On peut s'interroger effectivement sur la portée, sur le sens, sur l'intérêt de certaines technologies. Enfin, je ne veux pas faire de provocation, mais ce qu'on fait là en ce moment, s'il n'y avait pas les technologies pour le faire, voilà, il n'y a pas que des aspects négatifs. Bon, il me semble que par rapport à l'exemple qui a été donné tout à l'heure de justement cette personne qui effectivement a l'air de travailler dans des conditions absolument infernales, moi la question que je me pose, c'est pourquoi ces travailleurs-là échappent à l'application d'un droit du travail qui s'applique à tout le monde, qui est déjà pas terrible en termes de protection, mais enfin qui est quand même un peu mieux que ce qui se passe là. On le voit bien avec les plateformes aujourd'hui. Et aujourd'hui, on commence à reprendre les choses en main, à dire non, les gars de Deliveroo, c'est des salariés, c'est pas des indépendants, ne nous racontez pas d'histoire. Et il y a des décisions qui sont prises en Espagne, qui sont prises en Angleterre, qui sont prises aux États-Unis, etc., qui font que du coup, ils rentrent dans le champ du salariat. Voilà. Donc, simplement, c'est qu'à un moment donné, on est dans des univers qui sont non syndiqués, qui sont complètement individualisés, où on travaille sur la performance individuelle, etc., où le sens du collectif est complètement perdu. Et voilà, moi, je pense que dans ces champs du travail, il faudrait appliquer le droit du travail et la représentation des salariés, etc. Il n'y a aucune raison, mais ça, c'est des décisions à prendre, hein, je veux dire. Ce que dit Stigler des technologies, c'est intéressant. Lui, il parle de pharmacon. Pharmacon, c'est un concept qui a repris de la pharmacie. Ils disent qu'à une certaine dose, tout produit est potentiellement nocif comme bénéfique, quoi. Tout dépend des dosages. Et lui, c'est pareil, ça dépend des usages qu'on va en faire. Donc, moi, et par rapport à tout ce qui est numérique, tout ce qui est, il faut distinguer plusieurs choses, quoi. Il y a l'intelligence artificielle, effectivement, qui est source de plein de dangers, notamment si on parle de l'homme, de l'homme pas augmenté, le transhumanisme, voilà, je cherchais ce mot-là, mais l'augmenté, n'oublions quand même pas que nos technologies nous ont toujours augmenté. Je veux dire, on agit sur notre environnement qu'au travers de nos technologies, donc on a toujours été augmenté par nos technologies. Donc là, c'est une différente forme d'augmentation, sauf qu'il y a un cap qu'il ne faut peut-être pas dépasser, parce que voilà, en termes par rapport à notre humanité, le transhumanisme me semble un danger absolu qu'il faut combattre. Mais après, tout ce qui est réseau et tout ça, ça me paraît essentiel. Je veux dire, même s'il y a plein de dangers, on souligne assez tous les travers qu'il y a derrière les communautés qui se créent, enfin, qui renforcent un petit peu les idées reçues, enfin, etc. Mais il ne faut pas oublier que les réseaux, c'est aussi tout le déploiement des connaissances, l'accès immédiat aux connaissances. C'est une évolution colossale pour l'homme, quoi. Je veux dire, ça, c'est ce côté-là, il est fondamental et il faut le cultiver, quoi. Moi, je crois beaucoup qu'une des clés de notre évolution, c'est notre intelligence collective. Et elle passe par les réseaux, je crois. Et justement, c'est dans les
choses en émergence pour demain, enfin des aspects émergents qui pourraient contribuer à nos capacités justement néganthropiques, eh ben c'est toute cette méga intelligence collective. Je pense et je défends l'idée qu'il y a peut-être une intelligence collective qui est en train d'émerger. Voilà. Et pour finir, sur les usages, je pense qu'effectivement, il y a une réflexion profonde à avoir sur ces usages-là, et qu'une des clés peut-être pour pouvoir mieux orienter les usages des technologies, c'est d'avoir recours à des logiques démocratiques, et notamment à la logique de la démocratie délibérative, où il faudrait peut-être un peu mieux délibérer sur certains des usages qu'on fait de nos technologies. Il y aurait peut-être lieu de faire le tri aussi dans ce qu'on appelle les technologies ou les techniques. Moi, je pense qu'il y a effectivement intérêt à limiter l'emprise de la technique sur nos vies, nos existences, et le couplage qu'on peut avoir entre, je dirais, technologie sur la personne et technologie sur la personne dans le travail est assez effroyable. Et la capacité dont on peut percevoir la capacité à briser aussi de nombreuses coopérations, parce qu'on va vraiment dans une hyper-individualisation. Bon, là, on crée du réseau, c'est un paradoxe, mais on est quand même chacun chez soi. L'être humain est un homo faber, on est un fabricateur d'outils, on tire toute notre intelligence de nous-mêmes par rapport à ça. On ne peut pas se rejeter par rapport à ça. Par contre, comme le disait Gilbert Simondon, il y a des techniques qui sont mauvaises en elles-mêmes. Les armes, il y a quelque chose de profondément, il y a quelque chose de moralement très compliqué. Alors après, je pense que ce qui est déterminant, c'est le regard, c'est la manière dont on habite ces techniques, c'est l'imaginaire qu'il y a derrière les techniques. Et donc effectivement, nous, on est plutôt prisonniers du regard esclavagiste que l'on porte à la technique. Et donc, il faudrait que l'on prenne soin de nos objets techniques, de réhumaniser nos objets techniques, à mon sens, pour qu'on puisse en tirer quelque chose qui permette de créer la négantropie. Et effectivement, le concept de pharmacone qui tendrait à dire qu'on peut à la fois soit orienter les techniques vers le bien ou le mal, en fait, il y a une vraie ambivalence de la technique. C'est ce qu'a bien montré Jacques Ellul, c'est que les bons et les mauvais effets arrivent ensemble, en fait. De la même manière qu'on ne peut pas décorréler directement les deux, ce que disait Hannah Arendt très bien en disant que le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille. Donc en fait, ce concept de pharmacone tente à mon avis à dissoudre notre pouvoir de réellement critiquer et analyser et stopper les développements néfastes. Est-ce qu'il n'est pas dangereux de laisser à chacun la possibilité de réguler son temps de travail sur l'ensemble du cours de sa vie, lorsque l'objectif est d'éradiquer le chômage de masse, de mettre fin au travail à temps partiel, contraint, et de réduire l'intensité du travail à temps plein? Mais j'ajouterais une autre petite chose qui est une remarque qui va aussi un petit peu dans ce sens. Quelqu'un posait la question de un congé long comme en France avec le FONGECIF, mais le salarié n'était pas forcément remplacé durant sa formation. Donc je pense que c'est le problème du remplacement dans la formation qui est posé. En parlant du Danemark en particulier, bien sûr, bien évidemment, la façon dont c'est organisé. Alors Gösta Rehn, il n'avait pas fatalement, on n'était pas dans des situations de chômage comme celle d'aujourd'hui. Mais son idée déjà, c'est que les gens ne passent pas au chômage. C'est-à-dire que au lieu d'être au chômage, on partait en formation, ou on prenait un congé sabbatique, ou on utilisait ces possibilités pour pouvoir justement ne pas passer par la case chômage, qui, on le sait aussi, même s'il est bien rémunéré, indemnisé, a toujours des effets parfois dévastateurs et qui remettent en cause, effectivement, par rapport à ce que disait Nicolas au tout début de cette session, peut avoir des effets sur l'estime de soi, etc. Donc, bien évidemment, c'est pour ça que je parle de régulation collective, de choix individuel. Ce n'est pas un choix individuel comme ça, c'est une régulation collective c'est quelque chose
des choix individuels au sein d'un cadre qui est organisé. Donc voilà, pour moi, bien évidemment, dans une période de chômage comme aujourd'hui, cette question-là, comme la réduction, comme la semaine de 4 jours, comme les 28 heures ou les 32 heures qui sont avancées, enfin la réduction du temps de travail, fait partie d'un ensemble de choses qui contribueraient au partage du travail, mais pas uniquement, parce que bien sûr, ça permet aussi aux individus de s'émanciper, de pouvoir faire ce qu'ils ont à faire ou envie de faire, etc. C'est un peu le sens aussi du travail qui est mené actuellement, de la réflexion qui a été menée en Allemagne, hein, c'est-à-dire, l'idée, c'est bien d'organiser ça collectivement. Depuis la loi TEPA en 2007, c'est-à-dire sous Sarkozy, c'est plutôt une défiscalisation des cotisations sociales à laquelle on assiste. Ce n'est pas une fiscalisation, c'est une défiscalisation, c'est-à-dire c'est privé la sécurité sociale, etc. Donc c'est justement quelque chose qui vient en retrait par rapport à la proposition qu'on avance, que ce soit à travers les SUPIO et les droits de tirage sociaux, etc., et ce que j'ai présenté comme possibilité, c'est-à-dire de pouvoir avoir un fonds mutuel, c'est-à-dire que ça diminue au contraire les possibilités de cette fameuse banque de temps, puisque c'est comme ça que l'appelle la CFDT. La CFDT travaille actuellement sur cette question, un groupe de réflexion sur cette question, j'y ai participé un petit peu, je ne sais pas où ils en sont maintenant. Voilà. Mais enfin, bien, l'idée derrière, c'était bien d'avoir quelque chose qui permette, et justement, le fait de diminuer, de défiscaliser ou de décollectiviser les cotisations sociales, puisque c'est désocialiser plutôt les cotisations sociales, c'est pour moi, c'est justement ce qui va à l'inverse du projet. Est-ce que je peux préciser la question? Oui. En fait, si on regarde, Macron a transféré une partie des cotisations sociales du chômage vers la CSG. C'est en ce sens-là qu'il a fiscalisé. Et donc, et dans son livre Révolution que j'ai lu, je pense qu'il faut le lire parce que voilà, comme ça on sait quels sont ses projets. Enfin, il dit très clairement qu'il veut retirer aux syndicats et au patronat, aux partenaires sociaux, la gestion de ces fonds-là pour qu'ils soient repris par l'État. À partir du moment où c'est repris par l'État, on n'est plus dans des salaires différés. On est dans la fiscalisation et à ce moment-là, ça revient à l'État. Donc c'était ça ma question en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un danger dans ce sens-là? D'accord, je n'avais pas compris en ce sens. Elle n'était pas très claire la question. Non, mais d'accord, oui. Oui, là, on est dans... Moi, je suis un peu comme Alain Supiot de ce point de vue-là. Je préfère la négociation à une prise en... Bon, c'est un peu ce à quoi on est confronté avec l'indemnisation du chômage actuellement, enfin sur le système d'indemnisation du chômage aujourd'hui, la reprise en main par l'État. Voilà, on voit bien... Enfin, je sais pas, c'est quand même dans les pays où on négocie, je prends l'exemple de l'Allemagne, là, pour le coup, où on est quand même un peu plus innovant et inventif que dans les pays où c'est l'État qui, même si parfois l'État peut avoir de bonnes idées, mais voilà, ça dépend un peu de qui dirige. Enfin, en tous les cas, oui, alors vu comme vous le présentez, effectivement, ça contribue à enlever un peu parce que les choses doivent être décidées, évidemment. C'est pareil. Je citais tout à l'heure le cas de l'accord de IG Metall qui vient IG Metall et Gesamtmetall qui vient d'être conclu là en Allemagne cette année. Cette histoire c'est un accord. On voit bien que ça va dépendre des entreprises un peu, etc. Alors il y a un processus. On pourrait dire, bah oui, mais tout le monde n'est pas concerné, etc. Oui, parce que effectivement, pour l'instant, c'est les entreprises. Dans les entreprises en bonne santé, on pourra peut-être, qui ont une bonne santé économique, on pourra peut-être réduire la durée du travail à 32 heures, etc. Mais ça peut contribuer aussi à l'emploi. Bon, voilà. Donc, c'est quand même au niveau de la branche que ça a été réfléchi. De ce point de vue-là, je pense que c'est plus positif en tous les cas. Est-ce que le but avoué entre guillemets, de la reprise en main par l'État en lieu et place des partenaires sociaux en ce qui concerne le chômage, ça ne serait pas pour instaurer une forfaitisation après des allocations chômage, un peu à la mode anglaise,
où en fait on va enlever l'idée de solidarité et on va plutôt la remplacer par l'idée de charité. Enfin bon, je caricature un petit peu. Désorienter notre système. Et quelque part, c'est en même temps, moi je suis pour la négociation collective, dans le sens que tu dis, hein, Jean-Yves, et non pas dans le sens qui est promu par l'actuel gouvernement qui était là pour détricoter de l'intérieur les syndicats et les pousser à leur impuissance aussi de fond structurel par rapport à ça. C'est une grave question. En fait, on les a mis face à leurs propres difficultés dans un but. En fait, c'est effectivement c'est le cheval de Troie. On va détricoter tout l'ordre social, quoi, l'ordre juridique. Alors, l'entropie, je ne l'ai pas utilisée en termes énergétiques, je l'ai utilisée en termes de capacité à créer un désordre croissant. C'est-à-dire qu'en gros, à l'origine, effectivement, la notion d'entropie est une logique thermodynamique qui exprime la dissolution irréversible de l'énergie, mais par logique un petit peu élargie, on a parlé de propension à avoir un désordre grandissant. Et le propre du vivant, justement, c'est de créer de l'ordre à partir du désordre. Et c'est ce que faisait la planète jusqu'alors, c'est qu'en gros, il y avait une forme de désordre dont l'homme contribuait, mais pas encore. Et la planète, avec ses forces et ses énergies négantropiques, arrivait toujours à continuer à se développer, même s'il y avait, voilà, et il y avait un dialogue entre l'entropie et la négantropie. Et la négantropie de la planète était toujours plus forte que l'entropie que pouvait créer l'homme, mais aussi d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que l'humain qui détruit, entre guillemets, désagrège un petit peu son environnement. C'est un écosystème en équilibre qui se crée, où les choses se font et se défont. Mais par contre, il y avait un principe d'évolution qui faisait que la planète allait toujours vers toujours plus de complexité, toujours plus de richesse de vie. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que l'homme, avec son impact anthropique très fort, est en train de tout détruire, ces équilibres-là. Et ce que je dis, et ça c'est plutôt un pari, alors on n'a pas de chiffres si exacts que ça, c'est que l'homme, il peut aussi utiliser sa puissance, parce qu'on a une puissance pour détruire la planète. On a de la même façon une puissance pour l'aider à renouer avec ces mécanismes négantropiques. Et là, je ne parle pas de la géo-ingénierie, de ces trucs débiles qui voudraient qu'on aille colorer les nuages, etc. C'est pas de ça dont je parle. Je parle des efforts qu'on pourrait faire pour rentrer dans une logique contributive, c'est-à-dire en gros dans une logique d'interdépendance avec la planète. Comment nous, on peut se réinscrire dans une interdépendance avec la planète, où nos activités contribueraient à permettre à la planète de renouer avec cette logique négantropie qui lui permettrait justement de sortir du cycle négatif dans lequel on est aujourd'hui. J'espère qu'on va aller vers une reconnaissance plus large, voilà, de toutes les formes de travail, pour que justement il n'y ait plus des formes de travail qui soient invisibles, parce que ça c'est fondamentalement déshumanisant. Et donc voilà, c'est peut-être là c'est très large, hein, ce que je dis, mais voilà, j'espère qu'on va aller vers une plus grande humanisation du travail. Je suis pas forcément optimiste par rapport à ça, mais en tout cas je l'espère fortement. Voilà. C'est vrai que on va tous un petit peu dans le même sens. Alors moi je suis peut-être un des plus vieux de cette. Ça fait longtemps que je travaille sur ces questions. Moi je suis moins optimiste que Anna ou Nicolas, parce que ça fait quand même des années qu'on travaille sur ces questions-là. Et on a quand même du mal à faire progresser les choses dans un sens qui soit justement dans le sens de rendre le travail humain plus vivant, plus appréhendable par les individus, c'est-à-dire à sortir, par exemple, moi, je pensais que autant le 19e siècle et le 20e siècle ont été des siècles où s'est construite, alors d'abord une forme de subordination insupportable et ensuite une forme de subordination à travers l'échange de la sécurité contre le salaire, etc. Mais voilà, moi je pensais qu'on pourrait imaginer, on aurait pu imaginer, mais on commence quand même que le 21e siècle, on est encore au début. On a fait un cinquième
Mais peut-être que l'urgence climatique, peut-être qu'un certain nombre de dangers enfin de dangers, de menaces qui pèsent sur l'humanité vont inciter à aller un peu plus loin dans le sens d'une réhumanisation et surtout d'une réappropriation des individus de leur destin, par les individus de leur destin. Et c'est en ce sens que on a formulé tous des idées allant dans ce sens-là, de redonner du pouvoir aux individus, mais avec une visée collective. Donc c'est bien cette question-là qui pour moi est centrale. Je suis pas très optimiste parce qu'on voit bien que les tendances sont pas là, quoi. Le monde d'après pandémie il se présente vraiment sous les mêmes formes que le monde d'avant, mais voilà, moi je suis pas très optimiste. Mais on continue, quoi. Voilà. Par rapport au sens que je mets au terme contribution, il me semble que les biens communs sont l'espace par excellence dans lequel cette contribution que j'appelle de mes voeux peut justement s'exprimer. Et c'est dans les biens communs justement que la force de la contribution, elle apparaît comme quelque chose comme hyper évidente, quoi. Voilà. Et ça, moi, en travaillant cette question du travail, c'est l'évidence qui m'est apparue.